Voilà, donc bonjour à tous, bonjour Vincent. Bonjour à tous. On voulait vous présenter à la fois nos activités respectives et vous dire pourquoi on avait fait cette soirée. Donc Vincent, peux-tu présenter HLP? Bien, bonsoir à tous. Donc Vincent Voldy, je suis expert comptable et co-dirigeant d'HLP et j'interviens principalement auprès d'une clientèle de PME dans les moments un peu forts de leur vie, la création, la croissance externe, de la cession et évidemment des situations de crise. Et HLP Audit aujourd'hui, c'est une entreprise de conseil aux dirigeants, principalement avec les métiers de l'expertise comptable et de l'audit. Nous sommes 120 à Nantes et on accompagne des entreprises à la fois du créateur jusqu'à l'ETI dans tous les moments, comme je t'ai dit, de la vie de l'entreprise. Et alors, côté Delville, je te laisse te présenter également. On avait répété il y a 5 minutes. Alors Delville Management existe depuis 16 ans, a été créé par un Gazar. Je vois qu'il y en a quelques-uns dans la salle. Patrick Abadi, à qui nous devons le respect et le salaire de la fin du mois, a créé sur cette idée de se dire qu'il y avait à la fois des besoins dans les entreprises et des ressources de managers expérimentés. Donc nous ne faisons que du management de transition. 3 chiffres. En 2025, nous étions 60 en France et une dizaine à l'étranger, en Allemagne, Italie et en Espagne. 70 au total, si vous additionnez les deux. Nous avons réalisé en France 250 missions. Nous sommes l'acteur numéro 2 du marché, car nous ne faisons que de la transition. Et nous réalisons un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Voilà. Et la deuxième chose, c'est pourquoi nous avons fait cette soirée. Alors, en fait, on s'est vus tous les deux au vœu du monde économique et on avait tous les deux l'envie de faire quelque chose sur ce thème. De côté HLP, nous avions cette expertise dans le restructuring depuis pas mal d'années. On l'a renforcée récemment avec l'arrivée d'une consultante senior dédiée sur cette activité. Et puis côté Delville, il y a un livre blanc qui apparaît là, voilà, qui a été édité. Je te laisse en parler un peu. Bah, écoutez, vous pouvez scanner le QR code qui est derrière moi, mais je vois pas. Ça, c'est celui-là. Le livre blanc a été écrit par notre équipe marketing qui est ici ce soir aussi, que je remercie pour l'organisation. Et d'ailleurs qui comporte en grande partie beaucoup de vos témoignages, Vincent, Marie, Dorian, Loïc et Aldric. Donc les intervenants de ce soir ont été passés à la moulinette. Ils nous ont donné leur substantifique moelle. Et donc voilà, le livre blanc retrace une grande partie des propos, mais c'est pas la conférence de ce soir. Voilà. Ça, c'est important de le souligner. Pourquoi nous l'avons fait? C'est un axe majeur dans la transition. C'est même l'origine de la transition. Juste un mot d'histoire. Le management de transition a été créé par les Hollandais en 1973, donc le premier choc pétrolier, qui a tendance à se renouveler ces temps-ci. Pourquoi? Parce que les entreprises allaient mal. Et que les Hollandais sont des pragmatiques et qu'ils se sont dit on peut pas laisser les chefs d'entreprise tout seuls face à la diversité. Ils ont créé le concept même. Donc le concept a 60 ans, c'est assez récent, 73. Et nous réalisons environ 13% de nos missions en retournement, 13% de 250. Ça fait 35 à 40 missions par an. Parce que le contexte, vous le constatez tous, c'est qu'effectivement, on a un contexte économique qui est plus compliqué. On a le président du tribunal de commerce qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir parmi nous. Le nombre de défaillances en France, je pense que le tribunal de Nantes ne fait pas exception, malheureusement, a fortement augmenté. On avait historiquement 60 000 défaillances en France. Il y a d'ailleurs une association qui s'appelle 60 000 rebonds. On est descendu à des niveaux assez faibles pendant la période Covid, notamment parce que les entreprises ont bénéficié du PGE et d'un soutien fort de la part du gouvernement. Et aujourd'hui, on est remonté sur des chiffres importants. On est largement passé au-delà des 60 000 défaillances d'entreprises. Je crois qu'on a plus de 70 000 en 2025. En 2025. Donc, c'est un sujet qui concerne beaucoup d'entreprises. Et alors, ce soir, on a voulu effectivement explorer ces sujets parce que ce sont des situations de crise, en se disant que la crise, elle peut être effectivement financière, mais elle est souvent, avant d'être financière, une crise économique, une crise stratégique, une crise de gouvernance, et que ces situations-là, on peut tous être amenés à les rencontrer. Donc, on a voulu, on espère qu'en tous les cas, à travers les témoignages, l'intervention ce soir qu'on a préparé, ça donne des pistes d'inspiration, de réflexion pour aider les entreprises à dépasser ces crises. C'est bien l'objectif, à préserver l'emploi pour notre pays. Voilà. Voilà. Alors, il y a d'autres raisons
On va pas tous les voiler, mais il y a 2 raisons pour faire de la transition, et il y a 2 raisons pour être là ce soir. C'est à la fois l'urgence. Voilà, on a considéré, Vincent et moi, et puis les équipes, évidemment, qu'il y avait urgence à partager les bonnes pratiques, les actualités et les enjeux. Voilà, il y a des enjeux forts humains. Il y a de plus en plus, d'ailleurs, de sujets avec des grosses ETI ou des groupes, voilà, qui sont concernés. La fin des PGE a dû faire ses effets aussi. Il y a les enjeux stratégiques, industriels, notamment d'autonomie dans certaines filières. Et ça, l'urgence et les enjeux, c'est une caractéristique de la mission de transition. On nous appelle toujours en urgence et toujours quand il y a des enjeux. Donc c'est très similaire avec le pourquoi de notre soirée. Et il y a une autre raison finalement, c'est que nous sommes tous les deux. Tous les deux, alors c'est vrai qu'on a pas répété suffisamment. On est tous les deux membres de l'ARO. L'ARO, c'est l'occasion d'en faire la publicité, d'autant plus que l'un des intervenants est notre président de cette association. On a une ancienne présidente aussi parmi nous. C'est l'association des acteurs du retournement de l'Ouest. C'est une association qui réunit des professionnels qui interviennent dans le contexte d'entreprises qui sont en difficulté. L'idée, on va en parler tout à l'heure, c'est que on puisse se connaître pour agir plus rapidement et au service des entreprises. Alors sans plus t'attendre, si je puis dire, Marie, Maître, Dorian, Aldric et Loïc, vous êtes attendus. Marie, tu es au centre, évidemment. Alors, en 2 mots, je vous présente tous les uns après les autres, puis après on y va. Marie, tu es avocate, associée au sein du cabinet Cacertis, avocat, cabinet indépendant de droit des affaires qui compte 6 associés et 15 collaborateurs, donc un peu plus de 20 personnes. Tu accompagnes les dirigeants et les entreprises, je pense que tout le monde à peu près te connaît, confrontés à des difficultés financières ou des situations de crise. Tu interviens principalement dans la prévention, c'est là aussi l'intérêt du sujet, et le traitement des difficultés des entreprises, notamment dans le cadre de procédures amiables, tu nous en parleras, et des procédures collectives. Ton rôle est d'aider les dirigeants à prendre les bonnes décisions au bon moment pour préserver l'activité et la valeur de l'entreprise. Bravo. Vincent, est-ce qu'il faut te représenter? Vincent, expert comptable associé, co-dirigeant d'HLP. Alors HLP, c'est Héron Le Pommelec pour les Nantais, bien connu, voilà, et qui est un cabinet tout à fait respecté. Dorian Legout, je te le présente. Vas-y. Tu es conciliateur et administrateur judiciaire. Peut-être que d'ailleurs tu pourras nous dire quelle est la différence entre les deux. Avec plaisir. Tu es associé au sein de l'étude Agir, spécialisé dans l'accompagnement et le sauvetage d'entreprises en difficulté. Et vous êtes 3 associés et plus de 30 collaborateurs. Donc on monte un peu, là vous êtes 33. Et collaboratrices avec 7 implantations. Alors ça c'est extraordinaire parce que vous êtes dans les Pays de la Loire, en Bretagne, en Normandie et en Nouvelle-Aquitaine. Ouais, le Grand Ouest quoi. Yes, do. Voilà. Dont Nantes, et tu es également président de la HARO, donc l'association des acteurs du retournement de l'Ouest. Notre président à tous les 3. Parce que Marie fait partie de la HARO, qui regroupe, la HARO, tu me dis, qui regroupe 80 professionnels reconnus, intervenant sur ces problématiques de restructuration. Et nous finissons, si je puis dire, par 2 managers de transition, Loïc et Aldric. Aldric est un collègue. Il est, donc, comme moi, chez Delville Management. Ingénieur de formation. Chez Delville, il y a des profils très variés, puisqu'on a besoin de profils très variés. Associé aussi, comme je le suis aussi chez Delville. Ça aussi, c'est le partage de la valeur, cher à Patrick Abadi. Et tu as rejoint Delville il y a 5 ans. Tout comme moi. En charge du restructuring. Tu conseilles et accompagnes des dirigeants, les CRO, les DAF, les DRH et les actionnaires dans la gestion de procédures collectives, sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire. Avec pour objectif la préservation de l'activité, des emplois et de la valeur. Alors pourquoi tu fais ça? C'est que tu as une expertise acquise avant, dans des contextes industriels,
surtout, avec des contextes critiques, notamment des retournements, tu m'avais expliqué ça un jour, c'est assez étonnant, de certains fournisseurs de PSA. Donc tu étais PSA, Oui, j'étais PSA pendant... ils t'intervenaient pour PSA chez certains fournisseurs, Exactement. ce qui est quand même pas banal. Gestion de site en tension, crise sociale. Et maintenant, tu accompagnes les managers de transition, idéalement en amont pour anticiper les crises et en aval pour sécuriser les solutions. Bon, ça fait un peu pub, ta présentation. Qu'il s'agisse de restructuration financière, d'organisation ou de transmission sous contrainte judiciaire. J'ai à peu près tout dit, non? Et on travaille souvent ensemble. Tu es venu d'ailleurs à Nantes. On avait des rendez-vous ensemble, soit chez des industriels. J'ai visité des sites industriels tout à fait remarquables avec toi. Et on a même été voir nos partenaires de la DRETS ensemble. Et Loïc, avec qui j'ai eu la chance l'année dernière d'accompagner une mission, en mission 6 mois, et tu es resté comme DG. Voilà. Et attends, tu es directeur exécutif de transition chez Acrocéan, à Guérande, depuis 1 an, donc une mission ensemble, puis après une internalisation. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que nos contrats permettent une internalisation. Quand le manager a fait une belle mission, il a envie de continuer et que l'entreprise a envie de le garder, c'est possible. Tu opères dans un contexte de transformation profonde. Tu ne pourras peut-être pas tout nous dire parce qu'il y a des choses confidentielles. Et au début, c'était une conciliation et en cours de mission, c'est devenu une sauvegarde. Voilà. Et aujourd'hui, tu es en discussion en vue d'une cession. Toujours en procédure de sauvegarde, mais en discussion de session. Voilà. Donc là, tu es, je vais dire, dans le cas concret de la soirée. Je suis l'argument, je suis l'alibi concret. On va te soumettre à la question. Tu as 30 ans d'expérience dans l'industrie, tu as un leadership, j'ai pu le constater, opérationnel, solide en contexte de crise. Ton expérience de direction générale, plus la conduite de transition de modèle économique, parce que là c'était le cas, te permettent de fédérer rapidement les équipes. Donc tu as un savoir-être comme Aldric tout à fait remarquable, de rétablir la confiance et d'apporter une expertise reconnue dans des environnements plutôt industriels. Très industriel. Technique exigeant. Voilà, vous êtes tous les deux orientés action, je vais dire action-réaction. Tu prends des décisions sous pression tout en gardant une vision claire et structurante. Ah, ils m'ont aidé pour les synthèses. Ce qu'on vous propose ce soir, et puis c'est eux qui vont parler surtout, c'est 4 séquences. La première, c'est anticiper la crise. Donc c'est plutôt l'amont. Ce qui nous intéresse fort, parce que c'est vraiment, plus on anticipe, et mieux c'est. La deuxième séquence, c'est les 3 premières semaines. Souvent, les 3 premières semaines sont cruciales. La troisième séquence, ce sont les points de friction. Qu'est-ce qui gratte? Et la 4e séquence, c'est quelle est la suite? Quelle suite, en fait? Quel est l'avenir? Donc c'est un peu chronologique, mais pas trop. Quoi? Donc la séquence 1, c'est anticiper la crise. Aldric et Loïc. Alors, on va pas commencer par Marie. Désolé Marie, c'est pas très gentleman, mais... Les crises, comme vous le savez, les crises n'arrivent généralement pas par surprise. Lorsque vous intervenez dans une entreprise en difficulté, quels sont les signaux faibles? Vous avez 2 minutes. Timekeeper aussi. Le timekeeper. Bonsoir à tous. Ces signaux faibles, ils sont absolument fondamentaux. On va parler plus tard de tout ce qui est indicateurs financiers, légaux, fiscaux, tout ça, mais ces signaux faibles-là, ils sont absolument fondamentaux et ils permettent déjà de se sentir entreprise. C'est souvent les tensions dans les équipes, ça peut être également des frustrations, ça peut être des décisions reportées, ça peut être tout un tas de choses qui ne sont pas mesurables directement par des indicateurs, par des audits, par des analyses, et qui pourtant font que les équipes se sentent probablement démotivées, déstructurées, manque de motivation, manque de leadership. Et moi, je trouve que le rôle du manager de transition ou de la manager de transition est absolument fondamental à ce stade-ci
car il arrive, c'est un peu le psy de l'entreprise, toute proportion gardée. Hein. Non, un gars de psy, ça matcherait pas ça. Mais c'est un peu voilà, la personne qui doit sentir un peu l'ambiance, qui doit sentir un peu l'état d'esprit, qui doit sentir où sont les forces, les faiblesses, les risques psychosociaux, les risques managériaux, et qui ne sont pas forcément des risques fiscaux, légaux, financiers. Voilà, je vais pas plus loin, je laisse Aldric en dire plus. Non, juste pour compléter, hein, ces signes, en fait, ils peuvent apparaître très 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 longtemps à l'avance et ils peuvent s'accentuer ou diminuer en fonction de, on va dire, la succession des managers qui peut apparaître. Donc, c'est pas parce qu'à un moment donné, il y a des signaux faibles qu'on va forcément vers la catastrophe. Et donc, effectivement, tout le rôle, à un moment donné, que le dirigeant doit avoir, c'est d'avoir la capacité d'analyser la dérive aussi et l'augmentation de ces signes. Et encore deux mots dans tes cas des expériences que tu as eues. Alors, en deux mots, il y a surtout une adaptation, on va dire, au secteur, parce que ces signaux faibles, en fonction de l'activité que l'on peut avoir, elle est totalement différente. Si on est dans l'industrie, si on est dans le retail, si on est dans les services, on va dire l'approche et les signaux faibles peuvent être totalement différents, y compris en fonction de la population également que constitue l'entreprise. Ok, Vincent, est-ce que tu peux nous parler, puisque bon, il y a des signaux faibles, de l'importance, je sais que vous en faites beaucoup chez HLP, de l'importance des diagnostics qui permettent d'avoir une image. Alors, je vais juste revenir un tout petit peu avant, tu l'as dit, mais c'est important de le dire. Dans les signaux faibles, souvent, en fait, ils s'installent dans l'entreprise. En fait, la crise, elle tombe rarement du ciel comme ça d'un coup. C'est quelque chose qui s'est installé parce qu'on a perdu des talents, on a perdu des clients, on a un taux de marge qui s'érode. Et en fait, à un moment, la question, c'est quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire ça va pas? Parce que, en fait, en réalité, les choses ne vont pas très bien. Et donc, on arrive gentiment et on se réveille en crise avec des signaux faibles qui commencent à être plus visibles. Alors, le diagnostic, c'est effectivement une étape qui est fondamentale. C'est un exercice technique, mais en fait, c'est surtout un exercice je dirais, de lucidité collective. Quand on pose un diagnostic, c'est fondamental pour poser ensuite les bonnes solutions. Je prends l'image un peu d'un médecin, c'est-à-dire qu'en fait, si on vient soigner une douleur, en fait, il faut surtout s'interroger d'où vient cette douleur. Et ça, c'est l'objectif du diagnostic. Il est vraiment fondamental, puisque si on fait une erreur de diagnostic, un peu comme dans la maladie, et malheureusement, on a des chances de ne pas s'en sortir ou de se sentir abîmé. Et donc, ce diagnostic technique, c'est d'abord un exercice de lucidité collective. Il faut se mettre autour de la table avec le dirigeant, avec les parties prenantes, notamment sa gouvernance, pour essayer de comprendre quelle est l'origine des difficultés. Et non pas quelle solution tout de suite je vais venir plaquer, mais d'où vient le problème. Oui, et puis on peut peut-être confondre le conjoncturel avec le structurel. Ça fait partie du cycle, puisqu'effectivement, lorsque j'ai l'exemple effectivement d'une entreprise qui était dans l'industrie, qui avait 3 sites de production, les volumes baissent, et donc là on commence à dire il va falloir réduire les dépenses, tenir le temps que ça redémarre. Et en fait, on n'était pas dans le conjoncturel, on était en réalité plus dans le structurel. Les volumes avaient baissé de manière importante. Une partie de la production s'était délocalisée en Asie. Et donc, il fallait accepter que structurellement, les volumes étaient plus faibles. Il fallait encore plus prendre de parts de marché pour maintenir un certain volume et qu'il fallait peut-être envisager de fermer un site pour concentrer l'activité sur les 2 autres sites et mieux absorber les frais fixes, comme on dit, saturer l'outil de production, quoi. Je me souviens aussi d'une époque en 2012, j'étais chez Charrier, où entre 2010 et 2012, on pensait toujours sortir de la crise. On s'est dit non, ça va arriver. Puis ça a duré 2 ans en fait, c'était infernal. Et donc on reportait des décisions importantes qui ont coûté un peu d'argent, quoi. Et donc c'est vrai, il y a 2 ans de temps des éléments structurels. Et un autre élément dans le diagnostic, on le voit souvent quand on implique les managers, c'est que les managers, quand ils arrivent dans une situation, ils ont un œil neuf, un peu comme vous avez tous les deux. Enfin voilà, vous avez un œil neuf. Et donc il y a souvent un rapport d'étonnement, un SWOT, ou Marie, tu veux peut-être en parler aussi. Non, mais c'est ce que quand je vous écoutais tous les deux, je trouve que c'est ce point-là où, dans le conseil, on est aussi je trouve, à insister un peu plus, c'est que
On va vous expliquer ce soir les aspects financiers, les aspects juridiques, ce qu'on peut mettre en place. Mais ce que je trouve intéressant de notre intervention de ce soir, c'est que cet aspect opérationnel, il est essentiel. Parce qu'on peut gagner du temps sur beaucoup de choses. S'il n'y a pas des mesures opérationnelles qui sont mises en place et sur lesquelles nous, on n'a pas de valeur ajoutée en tant que telle, c'est vain. On va gagner du temps pour rien. Et ce que je trouve intéressant et ce qu'on pousse de plus en plus, et avec Vincent, on a cette réflexion sur un dossier commun, c'est d'avoir un peu ce rapport d'étonnement et donc cette intervention d'un tiers un peu flash qui va juste faire prendre conscience aux dirigeants que il y a une répétition de quelque chose, mais que lui-même n'arrive pas à prendre cette hauteur. Et c'est d'où l'intervention essentielle d'un tiers, en fait, je trouve. Alors ouais, c'est exactement l'expérience que je suis en train de vivre avec d'autres cabinets et d'autres AGI. C'est que moi, en tant que manager de transition, j'ai été impliqué dès le début du processus dans ce rapport d'étonnement, dans des propositions d'action, dans des propositions d'axes de solutions pour résoudre des problèmes, résolution de problèmes. Et effectivement, je pense que c'est absolument fondamental parce que certains des diagnostics, certains des audits et certaines des décisions à prendre ne sont pas faciles pour le dirigeant. Donc d'avoir l'appui des conseils et on va dire, le levier opérationnel du manager de transition, ça forme une équipe qui soulage un peu aussi le dirigeant ou le comité ou les comités de surveillance ou COMEX, tous les organes de gouvernance, quoi. Exactement. Non, c'est essentiel. Oui, il faut que j'avance parce que l'heure passe. Et j'aimerais bien que Dorian nous parle aussi le rôle des procédures amiables. Alors j'ai un problème, Jean-Baptiste, c'est que je sais pas faire des réponses courtes. Donc n'hésite pas, j'ai joué peut-être un petit Tu verras avec sa technique, t'inquiète pas. N'hésite pas à mettre un petit coup de fouet. Alors, effectivement, tu as tout à fait raison. Le dirigeant, c'est un optimiste qui s'inscrit parfois dans une forme de déni. Donc le regard extérieur, l'intervention d'un CRO, c'est primordial pour prendre conscience de la situation et accompagner effectivement le dirigeant qui est parfois dans une forme d'emmurement, de déni, pour dépasser la problématique. Alors, plus particulièrement par rapport à mon métier, donc d'administrateur judiciaire en qualité de conciliateur en procédure amiable. Alors, les procédures amiables, c'est quoi? Les procédures amiables, parce que tout le monde n'a pas le même niveau d'information, certains en font dans le cadre de restructuration, mais pas tout le monde a pratiqué les procédures amiables. Il y en a à peu près 10 000 en France par rapport aux 70 000 procédures collectives. C'est très efficace puisque c'est un taux de réussite à peu près de 70%. Je regarde le président du tribunal de commerce de Nantes qui confirme, donc je suis rassuré, de sortie par le haut de ces procédures sous une durabilité de 5 points. Une procédure amiable, c'est quoi? C'est une procédure volontaire, confidentielle, et qui va permettre de désigner un conciliateur pour définir un écosystème de discussion dans un cadre de sécurité juridique, puisque c'est le mandat de justice de président qui nous le donne. Alors la confidentialité, souvent on me dit c'est l'argument important parce que c'est pour ça que ça marche. J'ai un regard un peu différent parce qu'il y a des restructurations importantes en conciliation, je pense notamment à Orpea, Casino, où il y a des conciliations et on informe qu'il y a des conciliations. Mais par contre, la confidentialité permet de faire avancer le dirigeant sur la nécessité de passer par une procédure amiable. Et je pense que pour Marie, quand elle a un client, pour le persuader d'aller voir par exemple un conciliateur, de réfléchir à l'ouverture d'une procédure amiable, c'est plus simple quand on lui dit c'est confidentiel et personne ne sera informé. Ça permet effectivement de dépasser cette problématique. Donc, c'est des procédures qui sont assez flash, 5 mois, et généralement, on sort à 70% par le haut. On m'a dit, Dorian, que le mandat ad hoc, il n'y avait pas de durée. Non, tu as été très bien renseigné. Le JC sur les 5 mois. Ouais, oui, mais en moyenne, souvent on ouvre un mandat ad hoc avant pour initier une discussion, avoir le temps de poser le diagnostic, de mener une discussion avec les créanciers, et ensuite on formalise dans une conciliation. Mais en moyenne, enfin en tout cas nous quand on prend la moyenne au sein de l'étude, c'est à peu près 5 ans. Pourquoi ça marche? Ça marche bien évidemment parce qu'il y a la confidentialité, parce qu'il y a le mandat de justice donné par le président du tribunal. Ça veut dire que on crée un écosystème qui rassure des différentes parties prenantes. Le président du tribunal, il désigne un mandataire de justice indépendant, absence de conflit d'intérêts, reconnu sur le marché, contrôlé, je vais dire efficace, mais là je suis presque en tapin-presse. Mais en tout cas, l'idée c'est d'instaurer, et je sais qu'il y a certains banquiers dans la salle, un cadre, un écosystème de confiance avec ce tiers de confiance qui va mener les discussions. Donc ça, effectivement, c'est le plus important. Alors comment ça marche? Et je finirai parce que je vois le chronomètre devant toi. Ça marche généralement par une phase de diagnostic. Après cette phase de diagnostic,
on a l'émergence et la réflexion d'une solution, on a les négociations. Donc ces 3 temps, diagnostic, émergence d'une solution, négociation, on est dans une première phase qu'on appelle la non-démonétisation. Ça veut dire qu'on stoppe la destruction de valeur, parce que dans la crise, le temps joue contre nous, il détruit la valeur de l'entreprise. C'est comme quand on veut soigner, on stoppe l'hémorragie avant de commencer à soigner. Et ensuite, on traite les récalcitrants lorsqu'on a certains créanciers qui veulent pas négocier. On a des moyens juridiques avec les conseils et donc en qualité de conciliateur. Et ensuite, c'est la mise en œuvre d'une solution. Et ça, ce temps 2, c'est la remonétisation. Donc, premier temps de la crise, on stabilise la situation, on stabilise le patient, on le met en PLS. Et ensuite, on va recréer de la valeur par une solution, un plan de restructuration, l'acceptation de ce plan de transformation qui est posé avec les créanciers. C'est très clair et très concis. Marie, d'ailleurs, tu pourrais compléter. J'aimerais bien que tu me dises, par rapport à ce que dit Dorian, quels sont les déclencheurs d'une intervention de ta part? Qu'est-ce qui incite qu'on t'appelle? Il y a une notion qu'on n'a pas encore évoquée ensemble et qui, à mon sens, est une notion essentielle, c'est la trésorerie. C'est-à-dire que, en fait, si cette notion-là, elle doit être vue et revue par le dirigeant, parce que c'est ce qui va permettre d'apprécier dans quel cadre on peut aller négocier, gagner du temps, et cette notion, elle doit être quand j'interviens à Réseau Entreprendre pour les lauréats et leur dire que faire en cas de tension de trésorerie, ce que je leur dis au tout début, c'est en fait le sujet qui doit vous préoccuper en tant que dirigeant, c'est bien la trésorerie. Parce que c'est ce sujet-là qui va nous permettre soit d'avoir du temps pour aller négocier et dérouler tout ce qu'on sait faire et tous les leviers qu'on connaît. Mais si on n'a pas le temps de la trésorerie parce qu'on nous dit à la fin du mois je fais pas les salaires, on n'est plus du tout dans la même configuration. Donc le déclencheur, c'est souvent ce que disait Vincent, des éléments extérieurs qui vont commencer à dire il y a des difficultés et puis la trésorerie qui se dégrade. D'une société qui avait l'habitude d'avoir une trésorerie flottante à X, et puis elle voit que finalement chaque mois elle commence à être moindre. Et ça c'est vraiment à surveiller avec précaution parce que on n'a pas du tout les mêmes leviers selon la dégradation et l'accélération de la trésorerie, parce qu'en effet il nous faut un peu du temps pour reprendre l'expression de Dorian, démonétiser la situation. Donc C'est formidable. Marine a trouvé une transition parce qu'en fait la deuxième séquence c'était les 3 premières semaines. Donc là, on voit bien qu'on est un peu dans le marasme. Comment on fait, Vincent et Marie, pour gérer le cash? Parce que maintenant qu'on sait qu'on est dans le tourbier. Quand on est sur le cas, je vais prendre la parole en tant qu'expert comptable. Lorsque on est encore surpris, mais on a encore beaucoup d'entreprises qui ne font pas de prévisionnel de résultats. On en a qui en font. Et alors, celles qui font des prévisionnels de trésorerie, il y en a encore moins. Et pourtant, on l'a dit, c'est quand même l'élément déterminant. Et donc, on a encore régulièrement des personnes qui nous contactent, des avocats ou des conseils qui vont nous dire écoutez, il y a telle entreprise, est-ce que tu pourrais l'appeler? Donc on l'appelle, ou quelqu'un de l'équipe HLP, et puis on leur demande c'est quoi la visibilité en termes de trésorerie assez vite, on prend contact, et parfois on a une réponse qui est floue. On est dans le brouillard. La dernière en date, c'était à l'été 24, le dirigeant, il était fin juillet, le tribunal avait fermé, il dit je ne sais pas. Alors, je dis, écoutez, vous stoppez tous les paiements de tout ce qui n'est pas vital, on va en parler tout à l'heure, mais voilà, c'est vraiment dans les premières mesures. Et puis on se revoit, quand je parte en vacances, lui aussi, on se revoit après pour essayer d'éclaircir la situation. Donc ce sujet de la visibilité de la trésorerie, c'est quelque chose qui est insuffisamment mis en œuvre dans les entreprises. On se bat régulièrement en tant qu'expert comptable, en tant que commissaire aux comptes auprès de nos clients pour leur dire, montrez-nous vos prévisionnels. Parce qu'en réalité, on le sait, la prévision de trésorerie, c'est un peu plus complexe qu'une prévision de résultat. Il y a des éléments de BFR, il y a des éléments d'investissement, etc. Donc ça se travaille, ça c'est notre travail. En tous les cas, c'est d'aider les dirigeants à le faire lorsqu'ils sont, à le vérifier. Et puis, prendre dans les 3 premières semaines, pour reprendre le fil de la question, des mesures qui vont être de prioriser certains paiements. Et là, c'est un peu dur pour certains qui ont l'habitude de payer tout le monde. Là, il faut accepter, tant qu'on n'y voit pas clair, de prioriser effectivement les paiements, notamment sur les fournisseurs stratégiques. Ouais, tout à fait. Et pour répondre à ta question, je reviens sur la précédente question en disant pourquoi les dirigeants parfois viennent me voir où il y a une notion qui les effraie, et quand leur expert comptable ose la citer, c'est la notion d'état de cessation des paiements. Ça, c'est une notion qui est assez connue du grand public et des dirigeants, mais qui pour autant est une nébuleuse. Mais quand on leur dit attention, vous êtes en état de cessation des paiements, alors là, branle-bas de combat, on va voir les conseils un peu spécialisés parce que on craint cette notion. Alors que cette notion, finalement, elle est très fluctuante
et elle ne détermine pas une catastrophe plus qu'une autre. Ça dépend sur quel levier on peut la ralentir ou on peut y travailler. Donc c'est vrai que tout l'enjeu, c'est par rapport à un prévisionnel de trésorerie qui va être détaillé, d'être en mesure d'identifier les paiements qui sont essentiels pour l'exploitation, sans quoi la société n'est plus en mesure de réaliser les commandes que ses clients peuvent lui donner, et les paiements que l'on sait que le décalage ne va pas avoir d'implication sur l'exploitation et donc d'implication sur la société au quotidien, notamment dans ses relations avec les fournisseurs. Donc c'est vrai qu'il y a un travail expert comptable qui va descendre l'ensemble des décaissements, et un travail après en phase du conseil en disant bon bah voilà, ces décaissements-là, on sait les maîtriser. Ça veut dire quoi? On sait les maîtriser. On sait que en cas de non-paiement, il n'y a pas une conséquence immédiate qui va impliquer votre exploitation. Et vous allez pouvoir continuer à bosser. C'est ça notre priorité. Donc la revue du prévisionnel est une étape essentielle pour savoir si on a le temps de mettre en place nos mesures, ou on sait quelles sont les mesures qui mettent le plus de temps, ou au contraire s'il faut qu'on agisse un peu différemment. Donc c'est ce point. C'est une gestion du cash au quotidien. Exactement. Ouais. Ouais, le jour après jour. Mais je reprends le point de Vincent. Psychologiquement, en fait, on est quand même en France, on a majoritairement des dirigeants qui sont, pardon l'expression, qui ne se féminisent pas, mais bons pères de famille et qui aiment être à jour de tout. Et qui donc du coup ont beaucoup de mal quand on leur dit avec Vincent, mais là on va reprendre vos décaissements, il faut en limiter, et ça vous voyez ça va pas être essentiel, vous pouvez le décaler sans qu'il y ait d'implication. C'est très compliqué. Il faut vraiment leur dire ne vous inquiétez pas, on maîtrisera le risque. On a on a aussi des clients qui sont dans l'immobilier, on en reçu même beaucoup, on a toute une équipe pour ça. Mais on leur dit aussi ne payez pas vos loyers en fait, quand vraiment on a une situation d'urgence temporaire et pour discuter. Et en fait, on s'aperçoit que dans un certain nombre de situations, le fait d'être un peu en tension, ça permet aussi de plus facilement engager une discussion parce que c'est aussi un effort collectif, c'est l'intérêt de tout le monde, y compris du bailleur, de conserver son locataire. Si son locataire il meurt quelque part 3 mois plus tard, en fait, dans le contexte actuel, c'est plus compliqué. Donc là, il faut vraiment aller sur choisir. Alors évidemment, parfois on vient dire des choses qui sont pas forcément agréables si on était de l'autre côté, mais il s'agit de doser un petit peu pour que l'entreprise puisse continuer au cours des prochains mois. J'aimerais avoir le retour d'expérience in situ d'Aldric et Loïc. Comment ça se passe? Quelles sont les décisions urgentes que vous prenez dans des cas comme ça? Alors, En première semaine, hein. non, mais les Précis, 3 bonnes semaines, c'est pas dans les 6 mois. En fait, c'est très lié effectivement à la notion de cash et aux capacités de financement que l'on peut avoir. Avec une notion qui est il faut qu'on continue de fonctionner, il faut qu'on se donne effectivement du temps, mais le temps, on va l'avoir parce qu'à un moment donné, on va aussi générer du cash. Et c'est le cash qui donne finalement la période et le temps qu'on va avoir pour pouvoir se redresser. Et donc, on est sur une espèce d'équilibre permanent entre il faut que l'on puisse fonctionner sans trop frustrer nos fournisseurs, sans trop engendrer de difficultés, et le tout en essayant d'avoir un horizon suffisant pour pouvoir retourner l'entreprise. Et c'est un jeu d'équilibrisme qui oblige à prendre effectivement des décisions un peu dures. Alors, j'ai presque envie de dire, ne pas payer le loyer, c'est presque facile, quoi. Mais parfois, mais c'est pas forcément facile à entendre pour le dirigeant qui a la préoccupation, pour prendre l'expression de Marie, de payer régulièrement et c'est louable. On est complètement d'accord. Mais il peut y avoir effectivement parfois des décisions aussi assez rapides, si on parle, et qui peuvent avoir des impacts aussi un peu compliqués. Et, donc il y a des choses qui sont une bonus. On fait aujourd'hui beaucoup d'appels DR, typiquement lorsqu'on est dans des creux plutôt conjoncturels. Mais lorsqu'on arrive sur des difficultés comme ça, on peut être amené à prendre des décisions plus drastiques. Alderic dit quelque chose, elle commence à parler un peu d'indemnité de licenciement, de choses comme ça. Alors quand on regarde la trésorerie des entreprises, lorsqu'elles sont en difficulté, on pose ce diagnostic et après il y a des mesures qu'il faut mettre en œuvre. Dans ces mesures, il y a parfois des sujets de réduction d'effectifs et lorsqu'on est dans les procédures amiables, il va falloir du coup que l'entreprise supporte le coût du licenciement. Et là, c'est une dépense pour ensuite faire une économie. Où il va falloir parfois, on est ici ensemble avec Marie, il va falloir retravailler le concept de l'entreprise parce que il faut le repositionner sur quelque chose d'un peu plus premium. Et du coup, il va falloir dépenser de l'argent pour retravailler le logo, le faire savoir, etc. Là, si on est short en cash, en fait, on peut pas organiser ce pivot en fait. Et puis, il y a un effort aussi de communication très important. Parce qu'il faut rassurer ces fournisseurs qui peuvent à un moment donné, effectivement, on peut générer aussi chez eux des trous de trésorerie, parfois, et puis il faut rassurer ses clients. D'où l'importance de la confidentialité. Et justement, sur ce point-là, c'est extrêmement intéressant, d'où l'importance de la confidentialité, mais également aussi peut-être d'où l'importance d'informer de temps en temps
le marché qu'on est en procédure de conciliation. C'est contradictoire, mais c'est un économiste qui s'appelle Héctor Amelda, qui est un économiste brésilien, qui avait développé la théorie des coûts indirects de faillite. Et en fait, les coûts indirects de faillite, il expliquait que c'était l'impact de la réputation de l'entreprise potentiellement en défaillance qui était ces coûts indirects beaucoup plus importants que les coûts directs de la faillite. Et donc, c'est pour ça que parfois, dans certains dossiers, le marché est informé de toute façon de la défaillance. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des rapports d'assureurs crédit, c'est en temps réel. Hein. Je ne sais pas s'il y a des assureurs crédit dans la salle, mais c'est en temps réel. C'est plus des informations annuelles. Et donc, surtout avec tous les niveaux d'information qu'on a aujourd'hui. Et parfois, on fait le choix d'informer, je sais que Marie, tu le fais aussi dans certains dossiers, d'informer le marché qu'il y a une procédure de conciliation. Et au moins, on sait qu'il y a un traitement, le sujet, il est justement encadré, et ça permet parfois de rassurer les fournisseurs, rassurer les clients, rassurer aussi le climat social, parce que c'est pas neutre, en dépassant ce sujet-là. Ça renvoie à la notion de traitement de ces sujets par des spécialistes. Parce que celui qui va arbitrer le fait qu'il faut ou pas déconfidentialiser la procédure au regard de la situation, c'est pas le dirigeant qui a la tête dans le guidon et qui connaît pas ces sujets. Je crois que Loïc, tu avais quelque chose à dire en complément, non? Alors, si, j'ai un complément. Je voulais rebondir sur ce que disaient Vincent et Marie particulièrement, où effectivement, la clé de tout ça, c'est d'être capable de prévoir et d'avoir une vraie visibilité sur... Alors là, on parlait des 3 premières semaines, mais c'est vrai dans l'absolu, mais effectivement, d'avoir une visibilité sur son cash, d'avoir une visibilité sur son BFR, d'avoir une visibilité sur ses rentrées, ses sorties. Mais pour tout ça, il faut mettre en place des structures opérationnelles. Il faut que ce soit déployé opérationnellement. Et on est surpris parfois quand on arrive dans les entreprises. Alors, je parle pas de grands groupes très organisés, encore que, mais d'entreprises de taille plus modeste, plus petite, jusqu'à malgré tout des bonnes tailles, où finalement le pilotage des affaires, le pilotage du commerce, le pilotage des entrées, des sorties, etc., n'est pas monitoré, quoi. Donc, dans les 3 premières semaines, une des actions vraiment prioritaires à mettre en place, ce qui permet aussi aux managers de transition de se donner de la légitimité, de s'approprier aussi, de s'intégrer aux équipes, de comprendre leur mode de fonctionnement, tout ce côté manager, en fait, parce que leur manager de transition, il y a quand même le mot manager, faut pas l'oublier. C'est de mettre en place certains processus de prévisionnel de trésorerie, de prévisionnel de rentrée d'affaires, de facturation, de rentabilité. Combien est-ce qu'on gagne de l'argent, est-ce qu'on ne gagne pas, est-ce que à la fin, quand est-ce que je suis payé, quand est-ce que je dois payer. Et en fait, il faut vraiment que les deux composantes, on va dire comptables, ou financières ou comptables et opérationnelles, travaillent main dans la main pour que ces outils de prévision soient efficaces. Et on est parfois surpris, vraiment. Je sais que ce que je dis peut paraître du basique et du bon sens, mais on est quand même parfois surpris du manque d'outils ou du manque de culture du pilotage, que ce soit en phase amont, dans la phase commerciale, ou dans la phase exécution, la phase aval. Et moi, je trouve que c'est vraiment des cultures à intégrer chez les jeunes ingénieurs, notamment, qui ne sont pas forcément formés à ça. C'est mon point de vue. Mais notamment, on a souvent l'impression qu'un contrôleur de gestion est un empêcheur de tourner en rond. C'est lui qui fait tourner qui donne quand même des outils fondamentaux, quoi. En fait, c'est le moment où on bascule. C'est le moment où, effectivement, le manager, qu'il soit de transition ou pas, il doit apprendre à manager son entreprise de manière totalement différente. Et j'ai un doute sur le fait qu'on puisse inculquer ça dès l'école, parce que déjà gérer une entreprise c'est déjà énorme. Et là en fait on bascule effectivement sur un mode totalement différent. Je rajouterais en complément pour en avoir suivi, pas vous, mais d'autres managers. Je pense à un DAF notamment, et peut-être là, qui en rentrant dans une entreprise, c'est grâce à toi d'ailleurs qu'on avait fait l'émission, qui avait dit, oui, mais il y a plein de créances en fait. Personne n'allait chercher les créances clients, c'est tout con. Donc lui, il a ramené en une semaine 200 000 euros. Ouais, tout à fait. Voilà. Je pense à un autre cas, une société qui était en plan d'appurement du passif et commercial. Le directeur commercial ne sortait plus de son bureau. Et donc nous avons remplacé le directeur commercial à la demande du DG. Et le directeur commercial nouveau est arrivé très vite, bien sûr. Il a fait gagner 1,6 million en 6 mois. C'est des histoires vraies. 1,6 million en 6 mois. Sans débourser quoi que ce soit. Parce que il a eu une nouvelle dynamique commerciale. Et je pense à une autre mission qu'on a faite au niveau RH,
oui, où il y a de finance, commerciale, mais RH, ou malheureusement là, sur un siège social de 500 personnes, qui s'était un petit peu embourgeoisé, il y a souvent ça, par croissance externe, voilà, et puis c'est difficile à la fois pour un créateur, développeur, de reformater en fait son organisation. C'est très compliqué, c'est difficile d'avoir Il peut y avoir une Exactement. organisation différente. Ils ont fait appel à nous, et le manager, donc c'est un directeur des relations sociales, avec le middle management, a accompagné à la sortie, mais gentiment, de façon très diplomate, et puis sans qu'il y ait de PSE, 40 personnes sur les 500, en regardant les meilleurs, en se projetant sur l'organisation future, et 40 personnes sur un an, c'est plus d'1 million d'euros, facile. Et l'organisation est restée, donc de négatif, l'organisation est passée en positif, en fait. Donc, et voilà, il y a des tas de mesures sur les premières semaines à pouvoir accompagner. Alors, juste pour finir cette séquence, parce qu'on est déjà en retard, quelles seraient les choses à éviter? Je pense, Vincent. Non, j'ai fait une réponse très courte. C'est reporter les décisions difficiles. Tout simplement. En fait, ces décisions difficiles, effectivement, c'est des sujets qu'on a au fond de soi. Parfois, le dirigeant ne veut pas le voir. Là, on a des personnes autour de lui qui vont travailler avec lui. C'est le principe d'être, voilà, c'est l'intérêt aussi de cet échange ce soir, c'est de montrer que c'est important dans ces moments-là de se faire entourer. Et il y a des choses, parfois, effectivement, faut les prendre. Et en fait, quand je reprends l'exemple de cette activité industrielle avec ces 3 sites, plus on attend pour fermer le site, plus en général, on continue de consommer du cash. Plus on attend pour faire enclencher les licenciements, en fait, on a des salaires. Et puis ensuite, on aura quand même l'indemnité de licenciement dans tous les cas à payer. Donc, reporter les décisions difficiles, je m'arrête là, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Une fois qu'on y voit clair, évidemment. Top. Bon, c'est pas toujours facile. Hein. D'ailleurs, on va aborder les choses difficiles. La troisième séquence. Quels sont les grains de sable dans les chaussures, les points de friction en fait dans un retournement? D'après vous, là, la question est libre, qu'est-ce qui bloque? C'est le changement. Tu l'as dit, hein, c'est le changement, c'est de se dire que les méthodes qui ont toujours été employées sont plus forcément les bonnes. C'est pour l'humain, c'est pas simple que se dire qu'on a toujours géré sa boîte en payant tout rubis sur ongle, c'est plus forcément le principe à appliquer pour préserver cette trésorerie le temps de se restructurer. Donc il y a une logique de changement où l'humain est pas forcément hyper à l'aise sur du changement. Donc il faut vraiment, en plus il y a beaucoup de croyances en disant mais ça va se passer comme ça, c'est sûr. Moi je vais plus avoir de pouvoir en tant que dirigeant. Donc en plus on a énormément de pédagogie à faire sur le psychologique parce que il y a des croyances autour des procédures liées aux entreprises en difficulté qui ont été fondées puisque on a un droit qui a énormément évolué. Donc il y a en effet dans les années 60 le failli avait une situation un peu particulière. Mais aujourd'hui, on a une boîte à outils qui est vraiment en faveur du dirigeant et de la boîte en difficulté. Donc, on a une logique de croyance qui est forte chez l'entreprise. C'est des événements de ce soir et aussi pourquoi on participe, parce que c'est pour faire tomber sur croyance et se dire, avec les 70% annoncés par Dorian, il y a des vrais leviers dans des logiques confidentielles qui touchent pas vos fournisseurs ni vos clients. Donc, c'est des croyances qui sont pourquoi que ça coince. Voilà. Faut quand même se mettre dans la peau d'un dirigeant. Je veux dire, un dirigeant qui est souvent le créateur d'une entreprise. Il y a mis tout ce qu'il est, quoi. Il y a mis tout ce qu'il est en tant qu'être humain. Il y a mis son temps, son argent, une partie de sa vie, quoi. Et un jour, il doit se dire, je vais aller demander conseil à l'extérieur. Ça, c'est pas facile. Ça, c'est humainement, je rejoins complètement ce que dit Merrick. Il va faire appel à un cabinet comme Delville ou à des cabinets d'avocats ou d'experts comptables et qui vont lui dire, non, mon bon monsieur, ça fait 30 ans que vous faites tourner votre boutique, mais on va vous expliquer comment vous allez faire autrement. Et ça, c'est dur. Donc je pense que effectivement ça peut être vécu comme un constat d'échec. C'est souvent aussi pour ça, comme le disait très justement Vincent en introduction, c'est que cette décision de faire appel à tes conseils extérieurs, de quelque nature qu'ils soient, sont retardés en fait. On les retarde parce que on se dit, moi je vois bien, hein, je veux dire, quelle légitimité j'ai d'arriver dans une boîte qui est une boîte de niche, haute technologie, dans laquelle j'ai pas participé à la genèse ni à la création, pour dire, écoutez, moi, ce que je pense qu'on devrait faire, c'est ça, ça et ça. Alors que, en fait, bien sûr que si, on est légitime tous parce qu'on n'a pas d'affect, on a du recul, on a vu d'autres choses, donc on apporte d'autres expériences, d'autres expertises. Donc, bien sûr qu'on est légitime, et c'est très dur pour un dirigeant, je pense, humainement parlant et psychologiquement parlant,
Donc ça fait partie des freins naturels au changement, à l'évolution et la résolution des mots, quoi. Enfin, des mots MAUX, quoi. Plus globalement, y a-t-il des sujets de gouvernance? Et j'aimerais bien entendre Aldric là-dessus. Ou d'autres, hein. Il y a des sujets de gouvernance, bien entendu, puisque en fait, bon, ça vient d'être dit. Hein, finalement, c'est ces dirigeants qui avaient sa boîte, qui l'a mené jusque-là, qui arrivent, qui n'a peut-être pas su justement avoir l'agilité ou l'adaptation nécessaire, qui fait qu'à un moment donné, ils basculent dans cette situation. Et là, on est dans une situation quand même de tension, hein, où on a de toute façon une gestion qui est différente. Et c'est là où on a un intérêt à basculer et à utiliser les professionnels, c'est parce que on va être dans une gestion qui est somme toute particulière. Mais on doit, pendant cette période, préparer l'après. Et préparer l'après, c'est de toute façon, à un moment donné ou un autre, c'est pas revenir dans les modes de fonctionnement du passé. C'est de toute façon inculquer un changement nécessaire pour que l'entreprise, le lendemain de la sortie de crise, puisse devenir rentable et continuer à produire et à fonctionner. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est la différence entre gérer l'urgence et gérer la crise. Et en fait, souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on a toujours une vision à très court terme. Et nous, on le voit aussi dans les mandats amiables, c'est de dire, bah, si on veut résoudre la crise, il va falloir se projeter sur un plan de transformation. Et d'ailleurs, ce que veut d'ailleurs un dirigeant la plupart du temps, c'est avoir un calendrier clair ou une méthode claire et comprendre où on va. Et quand on fait notre task force, notre cellule de crise, lorsqu'on rentre dans les dossiers, souvent, en fait, on fait une équipe qui va gérer le run. Donc c'est l'aspect opérationnel. Donc il faut continuer effectivement à produire, il faut continuer à recruter, à pétitionner des appels d'offres, etc. Mais on va aussi mettre une équipe qui va gérer le build, de reconstruire le plan de transformation. Et celui généralement qui fait le lien entre les deux, bon, il y a le dirigeant, mais quand même il a de la bande passante qui est prise quand même déjà de manière assez importante. Souvent c'est le CRO, c'est le manager de transition qui va venir et qui va faire le lien entre les deux, entre le run et le build. Et ça, c'est extrêmement important. Et effectivement, d'aller sur une perspective de plan de transformation. Sinon, bah, on traite les symptômes, mais on traite pas la difficulté. Et une fois qu'on a posé en fait cette cellule de crise, ce qui est très important, c'est de faire analyser par des tiers experts ce plan de transformation et ce plan de restructuration posé. Et c'est là où interviennent des lumières effectivement extrêmement importantes, les avocats, les auditeurs financiers, les experts comptables, le conciliateur aussi avec son expérience des leviers. Bon, il y a une question que je me pose depuis des lustres, et je vous la pose maintenant. Dans ces situations difficiles, qui décide vraiment? C'est le patron? C'est le manager de transition? C'est les experts? C'est les banques? C'est les C'est qui? trésoreries, hein. Cash. Non, mais dans les patrons ordres, va avoir des grandes velléités. pas dans les chiffres, dans les hommes, qui décide vraiment? Non, mais Du collectif. mais c'est le dirigeant, et c'est pour ça que en fait sur ce terme un peu gouvernance, qui est un terme qui peut être un peu effrayant, ou en tout cas incompris par les dirigeants, c'est un vrai sujet dans la réflexion de la société quand elle va bien. C'est quoi ma gouvernance et comment je l'organise pour que le jour où ça aille mal, je suis pas seule à décider et en amont j'ai pu réunir des personnes qui connaissent bien mon business et qui vont faire ce pas de côté pour moi parce que moi je suis au quotidien dans mon sujet. C'est toujours ce pas de côté, donc c'est le dirigeant, mais c'est vrai que c'est une réflexion qu'il doit surtout mener quand tout va bien, de se dire mais comment je décide et pourquoi je prends ces stratégies pour ma société. Et seul, c'est souvent difficile. C'est souvent difficile. J'abonde évidemment sur le sujet de la gouvernance. C'est des sujets qu'on voit évidemment lorsqu'on est avec notre regard d'expert comptable, notre commissaire aux comptes. La gouvernance, c'est ce qui va permettre à l'entreprise de bien fonctionner et d'éviter d'avoir des angles morts sur des sujets, que chacun soit bien à son poste. Je fais un peu de voile. Lorsqu'on est sur le bateau, il faut que le skipper, qui est le chef d'entreprise, à un moment, si chacun a un poste dans un bateau, c'est pas pour rien. C'est que lorsque la tempête arrive, on a pris l'habitude de travailler ensemble, chacun à son poste, et on va pouvoir se parler facilement et réagir rapidement. Sinon, effectivement, on se retrouve dans des situations qui sont compliquées. Les défauts de gouvernance, c'est aussi bien souvent ce qui va générer les crises, parce qu'on a un dirigeant qui est, je reprends mon exemple, qui est tout seul dans son bateau. On a pourtant quelqu'un qui est à l'avant, qui est en train de lui dire attention, je crois qu'il y a un rocher. Un autre qui lui dit là, il y a du vent qui arrive, mais en fait, il est tout seul. Donc la gouvernance, c'est déterminant. Je sais qu'il y a des experts de la gouvernance dans la salle, ils vont me contredire. Il y a une autre question qui me titille, donc je pose toutes mes questions. Oui. C'est l'image du bateau est bonne. On peut être quand même paralysé devant un obstacle, une tempête. Comment on évite d'ailleurs? Et vous êtes fait de quel bois en fait?
de quelle énergie pour être acteur dans une tempête? Quand même pas. Comment on évite la paralysie? Parce qu'on est bien entouré et qu'on a on a un entourage qui nous fait dire que les actions vont permettre de préserver la société et l'activité. Oui, En fait, le chef d'entreprise, des équipes peuvent vous dire on est tétanisé dans les non, enjeux, parce que les c'est problèmes. dans l'action. Tu vois, par exemple, quand on regarde un prévisionnel trésorerie et on voit qu'il y a une impasse de trésorerie à 3 mois, et que là, en regardant tous les leviers, on se dit que cette impasse de trésorerie va pas intervenir dans 3 mois, elle va intervenir dans 10 mois, et encore, on a d'autres leviers. Donc le côté tétanisé est relativisé parce qu'on a une boîte à outils qui est efficace. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous donne une énergie dingue parce qu'on a des réponses à apporter. On n'est pas simplement à constater que c'est une mur. Et pour reprendre, alors, pareil, je reprends l'analogie du bateau avec grand plaisir, naviguant moi-même pas mal. Je pense que tout l'enjeu, c'est justement de redéfinir le rôle de chacun dans l'équipage, quoi. Enfin, je veux dire, nous, notre job, c'est aussi petit à petit de reconstruire une équipe, en fait. De partir d'une somme d'individualité pour en faire un équipage, quoi. Comment dire, éviter la paralysie, c'est aussi, comme on voit bien hein, sur toute manœuvre qu'on fait, il faut s'entraîner. C'est-à-dire que il faut que chacun connaisse son rôle, sa responsabilité, sa limite de responsabilité d'ailleurs, que chacun sache à qui il doit s'adresser quand il est dans une situation un peu compliquée. Enfin, redéfinir des fonctions d'équipe, redéfinir les rôles et responsabilités de chacun. Et puis, par contre, le rôle du manager de transition, encore une fois, moi, le rôle de manager de transition, le terme existe et il est très important et je ne connaissais pas l'historique. Je t'en remercie, Baptiste. Voilà, genre tous les jeux ce soir là, c'est fou. C'est un truc de fou. C'est amusant parce que je pensais que vous m'auriez dit à cette. T'avais fini ou pas? Comment? Non, bah non. T'as entendu couper la parole, quoi. Bon, c'est pas grave. Alors, je pensais que vous m'auriez dit, qu'il fallait donner du sens. Ben, j'ai pas. Tu as lu dans mes pensées. On est avant tout manager, quoi. C'est-à-dire qu'il faut redonner du sens aux équipes, il faut les donner du leadership, enfin voilà, quoi. Donner un cap. Faut donner un cap. C'est exactement ça. Allez, voilà. D'accord. Ouais, faut donner un cap et avec une C'est fini, on arrête. le timer. En identifiant quand même les actions, enfin les effets des actions. Je pense que c'est ça qui donne le dynamisme et qui empêche d'être tétanisé. De se dire si je fais ça, ça va me permettre de. Le fait aussi d'être accompagné, sans doute. Enfin, je vous donne du grain à moudre, mais d'avoir quelqu'un. Oui, d'avoir cette équipe autour de soi qui va permettre de identifier ce qu'il y a à faire. Ok. Je passe la question sur les bonnes pratiques parce que on y a tout répondu. Tout à fait. Donc, on est déjà en retard, mais il y a une séquence 4 qui est plutôt la suite. Donc, on va faire la suite parce que c'est quand même le lendemain. On avait écrit la suite rebondir et ou céder. Donc, on avait hésité à dire rebondir et ou céder, mais très souvent, c'est ça. C'est rebondir et ou céder. Ouais, on peut aussi disparaître, mais on voyait plutôt le côté positif. Et donc, d'après vous, les décisions structurantes, les leviers de transfo, vous avez eu à... On revient un peu sur des sujets... Mais je voudrais vous entendre parler sur les leviers de transformation que vous avez utilisés dans vos pratiques respectives. Donc là, on a fait les 3 premières semaines, les points de friction. Donc on est dans la bataille, dans la tempête. Les leviers de transfo, là, c'est peut-être plus à un plus long terme d'ailleurs. C'est la préparation effectivement de la sortie de crise. Donc tous ces acteurs et puis il y a ce temps qu'on doit s'accorder justement pour préparer la transformation. Et là, on rentre, on l'a déjà évoqué, mais dans une vraie conduite du changement. Donc c'est là où il faut donner du sens. Alors ce sens, il peut être trouvé effectivement par le dirigeant en place, mais ça peut être effectivement la décision ou l'obligation d'aller vers une session et de trouver des repreneurs qui vont eux-mêmes arriver avec un projet. Et ce projet-là, c'est, on va dire, le démarrage. C'est ce qui va donner le toolwork, quand on dit en anglais, la vision globale. Et à partir de là, il faut effectivement, et là, il y a une adaptation à chaque secteur qui est différente. En fait, en fonction de l'entreprise, le secteur dans lequel se situe l'entreprise, les décisions, les visions, tout ce qui va s'opérer, toutes les décisions qui doivent être prises sont totalement différentes. Elles sont effectivement dans du conjoncturel, est-ce qu'on est structurel, et puis derrière, quelles décisions doivent être prises pour pouvoir embarquer l'entreprise vers un avenir qui sera différent, une organisation qui sera différente, des objectifs qui seront différents de passé. Et là,
on rentre avec un besoin de gouvernance qui devient fort parce que celui qui va repartir tout seul à la tête du bateau, il faut qu'il parte armé en sachant exactement ce qu'il va mener, comment il va le mener et comment il va réussir à embarquer tout son équipage. Parce que s'il n'embarque pas l'équipage, tout seul, il ne va pas pouvoir ramer très longtemps. Et donc, c'est là où, effectivement, l'aspect de gouvernance aussi prend tout son sens, parce qu'il faut être capable de mener à bien cette transformation. J'ai répondu parce que tout le monde va parler de voile ce soir, mais du coup, la question que j'avais, c'est qu'on peut se poser, l'administrateur judiciaire le voit souvent, c'est qui est le mieux placé en fait pour sauver l'entreprise. Et parfois, en fait, c'est plus le dirigeant, effectivement. Il faut accepter de se dire, mon embarcation va être trop chahutée dans les prochains mois, il faut que je m'adosse à quelqu'un qui va être un peu plus solide. Et là, je vais préserver quand même un outil industriel, je vais préserver un maximum d'emplois. Donc, j'aime bien cette question un peu de qui est le mieux placé. Ça demande beaucoup d'humilité, forcément, pour le dirigeant. Mais qui est le mieux placé pour sauver l'entreprise? Oui, sachant que le droit français ne permet pas non plus de sortir un dirigeant comme ça. Donc ça nécessite, et heureusement d'ailleurs, ça nécessite même dans des procédures collectives énormément de pédagogie. Mais généralement, de toute façon, le dirigeant, même si au début il est dans une forme de déni, très rapidement il prend conscience de la gravité de la situation, de la crise et des actions menées, et très rapidement il voit s'il a une capacité c'est une capacité d'énergie, mais aussi financière à accompagner le plan de transformation. Et c'est là où on oriente les dossiers, où ça peut être effectivement des cessions, des opérations de carve-out, on va libérer certaines filiales, ou alors on va céder la totalité de l'entreprise, ou alors la présentation d'un plan de continuation, donc souvent un apurement sur 10 ans des dettes, avec un objectif quand même à court terme de cession de l'entreprise. Mais à partir du moment où on est passé par la phase plan de continuation, on présente une situation d'exploitation généralement et aussi bilancielle qui est allégée, donc on a redonné de la valeur et généralement on est plus propice à trouver un repreneur avec une certaine forme de valeur. Et ça permet aussi d'amener le dirigeant progressivement dans une acceptation de passer la main. La chance qu'on a, c'est que on a quand même, je l'ai dit tout à l'heure, cette boîte à outils qui nous a été offerte par le législateur dans le Code du commerce Livre 6, qui est très variée. Et en fait, en tant que conseil, c'est très agréable parce que on peut adapter notre conseil aussi par rapport à la position du dirigeant et à son envie et dédramatiser les situations et de l'accompagner en disant, on sait que si on passe par cette phase amiable, négociation avec les banques, il va y avoir une énergie qui va vous être demandée importante. Est-ce que vous faites un pas de côté en prenant un manager de transition et c'est lui qui va dans cette négociation? Si vous voulez les mener, est-ce que vous êtes prêt à mettre cette énergie? Est-ce que vous êtes prêt à mettre cette énergie ou par rapport à vos équipes, il y a cette transformation opérationnelle parce que sinon c'est un pansement sur une jambe de bois, c'est pas le bon conseil qu'on vous donne. Et à l'inverse, si vous l'êtes pas, on a aussi d'autres procédures où ça peut l'accompagner plus rapidement vers un autre projet professionnel en disant qu'il a fait ce qu'il faut pour préserver ses salariés. Donc cette boîte à outils, elle est essentielle, elle est trop méconnue des chefs d'entreprise, mais elle permet vraiment de les préserver aussi, eux, à titre personnel. Parce qu'on adapte la procédure aussi par rapport à ce qu'ils veulent à l'instant T et dans l'avenir. Et juste pour compléter, on l'a aussi évoqué tout à l'heure, il y a aussi une soude d'image et de confiance. Et souvent, ce que tu disais, c'est qu'on change parfois souvent on n'est pas en session. S'il y a une rupture de confiance avec les créanciers, s'il y a une rupture de confiance avec les clients, etc., en fait, il peut devenir une nécessité de changer le dirigeant s'il veut sauver son entreprise. Et ça dépend aussi beaucoup, effectivement, de la façon dont le dirigeant aura participé à la gestion de la crise. Parce que si effectivement, il est bien accompagné et gère cette gestion de crise en finalement donnant confiance à l'ensemble de son écosystème. Oui, il n'y a pas de raison qu'il puisse pas continuer. Si par contre il a du mal à céder un petit peu la main, s'il a du mal à écouter les conseils et que effectivement il gère mal sa gestion de crise, il peut y avoir une rupture de confiance un petit peu définitive et qui peuvent être effectivement lourdes de conséquences pour lui. Vincent, à partir de quel moment, quels sont les indicateurs financiers qui nous disent que l'entreprise est sauvée? L'EBITDA, hein. C'est une question triviale. Non, mais il faut qu'elle retrouve faut que déjà une entreprise qui retrouve un EBITDA positif, elle ne consomme plus de cash. En fait, on a des entreprises qui sont en difficulté, qui sont plus des difficultés financières. En fait, on a une performance, on dégage du cash, mais pas suffisamment pour servir une dette, notamment dans des LBO.
le premier indicateur, quand même, c'est de retrouver un EBITDA positif. On génère du cash. Si je peux faire mieux. Donc, on a pratiquement tout dit, sauf Aldric et Loïc. En quelques mots simples, comment vous définirez votre rôle en phase de rebond, manager de transition? D'ailleurs, par la suite, un peu ce que tu vis là. Ouais, j'allais dire, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Il peut être à différents niveaux. En fait, il peut être à différents niveaux. Il peut être un rôle, dans son rôle initial, d'accompagnement. La transition, voilà, très bien. J'accompagne l'entreprise dans ce qu'elle a à mettre en œuvre pour se sortir de la crise, puis pour lever ses freins, puis pour changer de modèle, très bien. Ça peut s'arrêter là. Moi, ce que je dis actuellement, c'est qu'effectivement, nous sommes en discussion de l'entreprise. Alors, je suis pas mandataire social, je suis toujours en mission, en fait. Mais bon, c'est un peu, peu importe, ça dérive. Le repreneur potentiel, j'ai aucun scrupule à en parler parce que c'est paru dans la presse. Sinon, je n'en aurais pas parlé. Le repreneur potentiel, dans sa LOI, a demandé à ce que moi je reste. Voilà. Il a dit, moi je veux que Monsieur Le Tal, Loïc, reste pendant un minimum et que je m'y engage. Sinon, c'était une des clauses suspensives de la LOI pour assurer une continuité de la gouvernance. Parce que je suis la personne dans ma fonction qui a mis en œuvre les schémas correctifs, qui a mis en œuvre les schémas de transformation, qui quelque part aussi a regonflé un peu l'équipe, hein, parce que qui était pas bien forcément. Et donc voilà, mais ça peut très bien s'arrêter aussi à la phase de reprise parce que la session se fait, le repreneur ou le groupe repreneur a une équipe dirigeante et l'intègre dans une structure de BU ou quoi que ce soit. Donc tous les cas sont possibles. Ce qu'il faut, c'est le préparer en amont pour assurer la continuité. Moi, je pense que c'est vraiment ça le key point, c'est vraiment celui-là, quoi. C'est exactement ça. On a différentes natures de managers. On a des managers qui savent gérer une entreprise, amélioration continue, voilà, et on sait la conduire. On a des managers qui sont plus dans la gestion de crise. Voilà, on rentre dans les difficultés que l'on connaît, et puis là, effectivement, on gère l'entreprise de manière totalement différente. On part avec les indicateurs, effectivement basés sur le cash, et on est dans la gestion de crise. Et on a des managers qui sont plus des managers de retournement, c'est-à-dire je dois transformer l'entreprise pour qu'effectivement le modèle de l'entreprise puisse demain être profitable. Et une fois que le retournement est fait, eh ben, on repart sur un manager qui va de nouveau naviguer et gérer, on va dire, le quotidien et puis gérer l'amélioration continue telle qu'elle était faite avant. Et ça, c'est vraiment des caractères et c'est la force, en fait, que nous, on peut avoir, c'est d'être capable de proposer des managers qui vont avoir ces caractéristiques différentes. Et donc, on arrive finalement... c'est rarement dans la même personne, parce que celui qui sait gérer la crise, sur le long cours, il va s'ennuyer. Et celui qui est dans le long cours, il sait pas forcément gérer la crise. Voilà. Et donc, c'est la force que nous, on peut avoir, c'est justement d'être capable d'accompagner, justement, sur ces différentes phases. La fin approche, la soif aussi. En guise de conclusion, j'ai un petit service à vous demander. Si vous deviez donner un conseil, pas deux, hein, un, j'ai ça pour Aldric, à un dirigeant qui commence à sentir que son entreprise se fragilise. Donc là, on est plutôt au tout début, enfin, on anticipe là. Quel serait-il? On va commencer par Marie. Un conseil. C'est assez simple, hein. Il se met autour d'une table, il prend un tableau Excel et il se fait son prévisionnel de trésorerie avec 3 situations, worst case, best case, middle case, et puis il regarde comment ça évolue. C'est hyper simple. Ouais. C'est vrai. Et là, ça va lui donner, donc on retourne sur les trésoreries, voilà. Mais en prenant des différentes hypothèses parce qu'il faut prendre il y a des différentes situations. Ok. Vincent? La lucidité. C'est ce qu'on s'emploie à faire en tant qu'expert comptable ou commissaire aux comptes, y compris pour nos clients qui sont pas en situation de crise, de dire les choses. C'est pas toujours facile de les dire. On apprend un peu avec l'expérience. On continue, je pense, forcément avec le temps. Et la lucidité, c'est de mettre au bout. Ouais. Dorian? Un conseil. Un seul. Je pense quand même ne pas sacrifier l'essentiel à l'urgence. Parce que en se faisant bien accompagner, on peut avoir le temps de réfléchir justement à l'essentiel pour traiter la crise et se retourner. Tu avais écrit aussi dire la vérité.
Ouais, mais j'écris pas grand-chose. Pour ça, je rajoute. Ouais. Loïc? En amont, enfin, dès qu'on sent les premiers signes, moi je dirais pour un chef d'entreprise, vraiment savoir se poser. Et c'est pas du tout ce que j'ai écrit. Hein. Savoir se poser, aller demander conseil, aller chercher du conseil. Non seulement c'est pas un signal de faiblesse, mais c'est plutôt révélateur d'une grande force. Moi, je pense que vraiment aller demander du conseil, je le découvre depuis cette expérience douloureuse, mais je le découvre et je vois les choses totalement différemment depuis un an. Adric? Bah, moi, en fait, je vais reprendre ce qui a été dit parce que c'est très commun ce qui a été dit. La lucidité, les plans de trésorerie de cash, ça dépend à quelle période on est. Parce que si on est finalement une période de crise où on n'est pas en difficulté de cash, mais on a besoin effectivement de retourner son entreprise parce qu'on voit qu'il y a effectivement des pertes, etc. On a besoin d'avoir en fait un tableau de bord, d'avoir les bons indicateurs à différentes périodes, différents moments en fonction du niveau de crise dans lequel on peut être, hein, et effectivement être capable de prendre de la hauteur pour analyser ce tableau de bord qu'on aura construit. Mais il faut d'abord le tableau de bord. Bon, j'avais dit un seul. Merci. Oui, merci. C'est maintenant qu'on va aller boire un verre. Merci à vous 5. Vous avez vu la qualité de vos interventions et votre complémentarité. C'est assez criant. Et merci beaucoup d'avoir pris de votre temps. C'est très compté. Merci Vincent Merci Jean-Baptiste. pour On était très contents avoir de ce accepté ce challenge. Ouais, très sympa à refaire. Merci aux équipes internes. Je pense à Clarisse, bien sûr, Emma, Maëlle, Victor, Astrid, voilà, Delphine qui est venue, Delphine Philippe qui est là, qui s'occupe du club Delphine. Merci Delphine. Voilà. Alors, pour prolonger ce temps d'échange, nous vous invitons maintenant au cocktail qui est au 2e étage. Vous laissez vos affaires en bas et vous montez au 2e. Voilà, pour boire un verre et passer un moment autour de ces réflexions. Nous sommes à votre disposition. Ils sont à votre disposition pour répondre à vos questions, ainsi que beaucoup d'intervenants ici ce soir. Merci à vous et très bonne soirée. Merci.